le 29 septembre 1898. Donc son pouvoir s'est arrêté le 28 septembre au soir, car le 29, à son arrestation, il ne faisait que 6 heures du matin. Et le référendum se tenait à la même date historique, jour pour jour. Coïncidence qui n'a pas de signification pour les autres, mais qui pour la Guinée a une profonde signification. Et c'est pourquoi le 28 septembre, unanimement, le peuple guinéen s'est prononcé pour l'indépendance. Comme vous le savez, il n'a pas tenu compte de nos aspirations. Et la Guinée a été, par ma voix, amenée à dire que tous les peuples approuvent. La Guinée, quant à elle, le rejettera. Que dans le texte de déclaration de l'indépendance de la Guinée, la France a eu une page d'honneur. Vous pouvez relire les textes. Hommage a été rendu à ceux qui ont eu le courage de nous consulter sur notre devenir, par la réalité guinéenne. Vous qui êtes là, de très bonne foi, vous pensez que la Guinée, c'est un pays de misère, un pays de dictature sanglante. Des hommes sanguinaires sont là, ne buvant que le sang de l'homme. Aucune démocratie. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous pouviez être instantanément sur le sol de la Guinée, dans n'importe quel village, vous comprendriez alors le rôle nocif joué par certaines presses. Mais j'ai toujours dit, étant journaliste moi-même, depuis 1945, je dirige mon journal. Étant écrivain moi-même, le 28e tome des œuvres du parti sortira ce mois-ci, à la date du 28 septembre, intitulé Les exigences du développement historique. Je comprends comme vous que la presse peut servir la cause de la nation comme desservir cette cause. Pour servir la cause de la nation et du peuple, il n'y a qu'une seule voie, celle de la vérité. Et la vérité traduit l'attitude de dignité de l'écrivain. Et ce n'est pas seulement la forme populaire, c'est le fond. Le pouvoir a été conquis par le peuple. Il est exercé par le peuple et pour le peuple. La Guinée est structurée en 4 échelons du pouvoir. Chaque village est un pouvoir révolutionnaire local, disposant de tous les attributs du pouvoir, exerçables sur le territoire villageois. Au suffrage universel par le peuple, ce sont eux qui rendront la justice populaire. Les membres sont tous élus par le peuple. Il en est ainsi des régions. Nous en comptons 33. Ce sont les pouvoirs révolutionnaires régionaux. Tous les cadres sont élus au suffrage universel. Les juges sont élus. À la base, au village, à l'arrondissement, à la région. Le pouvoir législatif est exercé par le peuple. Chaque semaine, et c'est le vendredi en Guinée, tous les niveaux des 33 pouvoirs révolutionnaires régionaux. Ensuite, les congrès de la jeunesse du village jusqu'à l'échelon national se tiennent.
Le congrès de l'Union révolutionnaire des femmes se tient du village jusqu'à l'échelon national. Le congrès des syndicats, au niveau de chaque village, il y a un comité local des travailleurs qui comprend des sections compte tenu des branches. Au niveau de chaque arrondissement, il y a s'exprime dans la parfaite harmonie entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. La dignité s'exprime dans l'exercice de la responsabilité de l'homme et du peuple. C'est pourquoi nos misères sont les nôtres. Nous les connaissons et nous nous organisons pour les liquider. Il y a des années, personne ne parlait de coopération, de solidarité et d'aide. Tout cela, c'est l'invention des dernières décennies. On montre de vitalité, de génie. C'est pourquoi la Guinée s'est fixée comme premier objectif la réhabilitation historique. Indiquer qu'il n'y a pas un schéma universel pour l'évolution. Ils ont tous été invités par la force à rejoindre la France sous peine de perdre leur nationalité. Une grande sommité du savoir, c'est le professeur Suré Canal, que vous connaissez, qui a appartenu au comité central du PCF, ami personnel, qui dirigeait une école normale supérieure. Il a été menacé et il a été amené à nous abandonner pour rejoindre la France. Nous étions obligés de demander aux amis soviétiques, polonais, vietnamiens, enfin des différents pays socialistes. Nous leur avons demandé de nous envoyer des professeurs qui venaient apprendre le français d'abord en Guinée avant de commencer à enseigner les sciences. Même les manuels d'enseignement, on nous les refusait en France. Lorsque nous faisions une commande de manuels, la commande était rejetée. Ce ne sont plus des différences de degrés, mais bien des différences de nature qui la séparent de la Guinée d'hier. Et c'est pourquoi en venant ici, nous ne devons pas vous cacher que nous étions très heureux d'avoir un contact utile. Nous appelons contact utile communication vraie, objective, sincère. Que la Guinée soit présentée telle qu'elle est, non pas selon l'image que voudraient lui imposer ou imposer à l'opinion française certains journalistes. Nous le disons donc, nous avons connu beaucoup d'adversités, jusqu'à une agression armée. Des centaines de mercenaires ont été recrutés, ont été cantonnés dans une île de Guinée-Bissau. Et le Portugal fasciste en voulait tellement à la Guinée, parce que la Guinée était la base des mouvements de libération des colonies portugaises. Les cadres du Mozambique, ceux de Sao Tomé-Principe, ceux de Guinée-Bissau et de Cap-Vert, ceux de l'Angola se trouvaient en Guinée, à Conakry, à la faveur de l'indépendance guinéenne, où ils se sont constitués en parti de libération, en mouvement de libération. Et la Guinée est intervenue auprès de tous les pays pour pouvoir équiper ces mouvements de libération en armes et munitions. Et la Guinée était présente sur le front, à travers ses forces militaires, pour appuyer la lutte de libération. Que le Portugal fasciste veuille détruire la Guinée, rien de plus normal. Mais c'est que le Portugal n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'autres alliés plus puissants qui ont contribué à la conception, à l'organisation de cette agression dont notre peuple a été victime. On aura à juger les mercenaires et complices. Mais le peuple de Guinée doit les juger. Ainsi, pendant 8 mois, c'était le procès.
des mercenaires. Les dépositions des mercenaires passent à la radio pendant 48 heures. Elle est traduite dans toutes les langues nationales. Et la presse en langue nationale distribuée dans tous les villages pour permettre à tout citoyen de saisir le rôle joué par le dit mercenaire. Pendant 8 mois, la Guinée agissait ainsi. Et après, la date du procès populaire a été fixée. De telle date à telle date, les 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux ont prononcé leur verdict sur chaque cas. De telle date à telle date, les représentants des communes populaires viennent élargir l'assemblée de l'arrondissement, des députés d'arrondissement, pour harmoniser les verdicts et rendre le jugement au nom de l'arrondissement. Troisième étape, les représentants des arrondissements viennent élargir l'assemblée de députés régionaux et délibérer à ce niveau, prononcer les verdicts. Et enfin, l'Assemblée nationale élargie à tous les députés régionaux. Si l'Assemblée nationale est composée de 210 députés, les assemblées régionales au nombre de 33 avec un effectif de 30 députés représentent donc 990. Donc 1200 députés nationaux et régionaux constituent non plus l'Assemblée nationale, mais le tribunal révolutionnaire suprême. Oh, quel pays sauvage! La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Il a invité les puissances agressives à payer à la Guinée les dommages-intérêts. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. L'Organisation de l'Unité africaine a tenu une session spéciale le 12 décembre 1970 à Lagos. Et l'unanimité des membres était cette fois-ci présente. Une résolution votée à l'unanimité flétrit cette agression, les auteurs de l'agression, prononce la solidarité avec la Guinée et invite la Guinée à appliquer les sanctions extrêmes à tous ceux qui sont à la base de cette agression. Invite tous les pays à remettre à la disposition de la Guinée ceux qui, ayant participé à l'agression, se trouveraient dans ces pays-là. Je connais l'histoire de France, on me l'a enseigné. Je l'ai vécu en partie. J'étais ici en 1946, au 8e congrès de la CGT. Et en ce moment, la CGT était la centrale unique des travailleurs français. Je connais l'histoire de France. Et je sais qu'en août, septembre 1944, ce sont des dizaines de milliers de traîtres dont le compte a été réglé directement par les patriotes français. 17 000 communards sont passés aux armes, 110 000 autres traîtres exécutés par le peuple. Et je dis bien, dans Historia numéro 36, M. Tedjen déclare: les rues sont jonchées de cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. Donc la France était fière de sa victoire sur les envahisseurs étrangers et sur les traîtres français. Nous ne pouvons pas comprendre que la presse française traîne dans la boue le peuple de Guinée pour avoir châtié ceux qui l'ont agressé le 22 novembre 1970. Et la presse laissait croire à l'opinion
que c'était des Français qui étaient victimes. Je déclare solennellement que l'information est fausse et indigne. Aucun n'est français. Ce sont des Guinéens, voire des Guinéens cadres de leur pays. Évidemment, qui avaient épousé des Françaises. Mais si aujourd'hui, des Françaises aient été épousées par des cadres soviétiques, des cadres américains ou allemands, pour que compte lui soit rendu, pourquoi ces soviétiques, ces Américains, ces Allemands ou ces Anglais ont été condamnés par les juridictions de leur pays? Voyez-vous, la logique existe. J'ai beau être un pays petit, un pays économiquement pauvre, j'ai à moi la plénitude de la dignité de l'homme, de la dignité d'un peuple. Et j'aimerais voir la France de 1789 défendre la cause juste, légitime de ce peuple-là qui a été agressé et qui a le droit d'appliquer à ses fils traîtres ce que prévoit sa propre loi. Mais ce que je voudrais, s'agissant des Françaises, j'ai été humain, je ne le regrette pas. Je n'ai pas fait ça pour elles. J'ai fait en tant qu'obligation de ma conscience. J'ai même fait une conférence pour exprimer au peuple de Guinée la douleur qui doit être celle de ces étrangères qui ont fait confiance à des Guinéens et qui aujourd'hui sont humiliés par la forfaiture commise par leurs maris au sein de leur propre peuple. Et comme les maris sont condamnés, ils n'ont plus de droits. Ils ont abandonné leurs droits en se mettant contre la liberté, la souveraineté de leur nation. J'ai dit donc, il faut reconnaître à ces épouses tous les droits. Parce que la législation guinéenne ne permettait pas à ces Françaises de revenir avec leurs enfants. Et les parents des traîtres guinéens avaient refusé le retour en France des enfants. Ils étaient obligés de tenir un meeting et de faire des circulaires dans tous les comités du parti pour expliquer à l'opinion que une telle attitude serait injuste. La Française qui est venue par confiance est aussi responsable de son enfant que le Guinéen, son mari. Et si le Guinéen a pu trahir sa nation, la Française doit avoir le droit, la plénitude de son droit, au moins, de s'occuper de l'éducation de son enfant ou de ses enfants. C'est ainsi, toutes sont venues avec les enfants, et tous les enfants, et aux frais du gouvernement guinéen. Elles sont venues, elles n'étaient pas tristes, elles étaient contentes de la bienveillance de la Guinée. Mais à un moment donné de la lutte contre notre régime, on les a regroupées en association. On s'en sert comme par avant. Elles-mêmes sont victimes et j'ai pitié d'elles. Voilà la vérité. Je serais très heureux que tout journaliste qui voudrait mieux connaître la Guinée puisse venir en Guinée. Ne plus écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Comment fonctionnent les institutions? Se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse. Je serais heureux que celui qui ne m'aime pas soit le premier à venir se rendre compte de cette réalité. Voilà, messieurs la presse, je m'excuse de vous avoir retenu longtemps, mais je sais que la plupart des points d'information contenus dans mon exposé n'étaient pas connus de vous et qu'il était de mon devoir d'émettre le message de mon peuple et de son régime. Maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question, je dis bien à toute question de votre convenance. Bon. Je suis à l'aise et je parle sans orgueil. En août 1960, le Congo
qui venait en juin, 30 juin, de proclamer son indépendance, connaissait déjà une profonde crise. Mon frère et ami, Patrice Lumumba, vint à Conakry. Il m'exposa ses difficultés. Il me demanda une forme d'aide qui consistait à inviter tous les gouvernements des pays indépendants d'Afrique à coordonner une action de soutien pour préserver l'indépendance du Congo. Ensemble, nous lançons donc un appel. Alors, je veux savoir, vous avez reçu hier soir à Paris. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre au retour en Guinée à quelques précisions sur le sort de ces marques, par exemple, la justification des décès, des certificats d'essai, et leur emploi à ces femmes, et les établissements bénéfiques sur le sort de ces marques? Deux questions de valeur. La première, mon appréciation de la presse. Deuxièmement, le problème des femmes françaises, avec sous-question précisant le rôle de cette femme. Lorsque des journalistes connaissent parfaitement la vérité et laissent une fraction de la presse induire en erreur l'opinion sans corriger l'erreur, pour moi, il s'agit de la presse française. Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Pas plus tard que l'autre jour, la presse française un journaliste vient en Guinée, dimanche, me dit, je voudrais vous soumettre à une interview si vous voulez bien. Mais excusez-moi, je dois quitter immédiatement Conakry. Je lui fais un peu de boutade. J'ai dit, vous êtes des dictateurs. Vous débarquez alors que j'ai des chefs d'État autour de moi. Vous dites, il faut l'interview tout de suite et vous devez prendre à telle heure votre avion. Je me mets au garde à vous. J'ai dit, j'obéirai. Bon, je lui donne l'interview. Et son programme a été respecté. Et voilà donc la télévision française qui, pour préparer mon arrivée, diffuse cette interview. Mais cette même télévision française, alors que je suis l'invité du président de la République française, donne la parole à des Guinéens qui sont ici pour m'insulter. Je ne le ferai jamais à un Français. Ceci dit en passant. Si j'invite le paysan, l'ouvrier français, à plus forte raison le chef de l'État français, il jurera de la dignité. Et le général de Gaulle, avec qui j'avais un divorce idéologique, l'a écrit dans ses mémoires. Il n'a été reçu nulle part, mieux qu'à Conakry. Et c'est l'hommage qu'il nous a rendu. J'ai pris mes responsabilités en disant aux Guinéens, quiconque prononcera un mot contre la dignité de la France ou du général de Gaulle, j'ai dit au Mas de régler son compte. Il aura insulté la nation guinéenne. Voilà la conception que j'ai. Et cet homme à qui vous faites le privilège de l'égaler aux représentants de la Guinée, vous payez par son mépris. Il se déclare à vous que lui, il appartenait au gouvernement guinéen, qu'il était ministre des Affaires sociales. C'est sur la bande, écoutez. Un vulgaire inconnu qui n'a jamais appartenu à un gouvernement guinéen, puisque depuis 1957, Dieu merci, je préside aux destinées du gouvernement guinéen. Je le constitue au sein des directions politiques de mon pays. Mais il n'a pas hésité à dire à vous qu'il est ancien membre du gouvernement guinéen.